Bonsoir à toutes et à tous. Je nous propose de commencer nos travaux. Avant toute chose, il faut excuser M. Petit qui répète dans la perspective de la pièce de ce week-end. Nous devons excuser également Mme Foucault, ainsi que Mme Baillet, Mme Mazie. Alors, je vous demanderai également, si vous voulez bien, que nous puissions prendre un bref hommage, qu'on essaye de faire à chaque fois, lorsque un ancien membre, un membre honoré, puis-je dire, de notre assemblée décède. Il s'agit ici de M. Bataille, qui a siégé dans cette assemblée, certes il y a quelques années déjà, et qui est décédé il y a peu. Donc si vous voulez bien, je propose que nous lui rendions un... Bonsoir. Merci. Avant d'entamer notre propre journée commune et de coutume, je propose que, s'il y a quelques points d'information à donner, Madame Mélanie, vous en prie. Donc, premier point d'information, donc la brasserie Lefebvre a déposé auprès du fonctionnaire technique une demande visant le renouvellement des activités de la brasserie. Donc, la demande de permis d'environnement a pour objet le renouvellement du permis d'environnement actuel de la brasserie. Dans le cadre de cette demande, le permis d'environnement, il n'est prévu aucune nouvelle construction ni aucune extension. L'ensemble des installations, dépôts et rejets sont existants, mais certains éléments doivent être régularisés par rapport à l'autorisation existante. Donc, plus concrètement, la demande porte sur le renouvellement des installations et activités de brassage, embouteillage et puterie, du stockage de matières premières, produits finis, emballage notamment, de la station d'épuration des eaux collectées sur le site avant le rejet dans le riz du Gratis, le captage des eaux souterraines visant deux puits à régulariser, donc qui font l'objet de la demande, en plus du renouvellement des activités et installations mentionnées ici avant. Le demandeur demande une autorisation en cas d'accident, dysfonctionnement de la station, de rejeter les eaux usées industrielles de l'établissement dans le réseau d'égouttage public. L'enquête publique démarrera demain et se clôturera le 30 septembre. Donc l'info est sur notre site internet avec les modalités pratiques. Novembre, pardon. Donc du 15 au 30 novembre. On démarrera demain et se terminera le 30 novembre. Point suivant, donc suite aux différentes informations et polémiques circulant sur les réseaux sociaux concernant le site du Vélodrome et la présence des gens du voyage sur ce site, je voudrais d'abord rappeler un certain nombre d'éléments. Donc le Vélodrome a été vendu, il n'appartient donc plus à la commune, donc il appartient à un propriétaire privé qui dispose de son bien et qui le gère selon ses propres dispositions. Donc, pour refaire un petit historique, l'installation des gens du voyage a eu lieu le dimanche 24 septembre. Cette installation s'est faite effectivement sans autorisation. Donc, le propriétaire a été avisé dès que nous avons reçu l'information au niveau de la commune, c'est-à-dire dans les 10 minutes qui ont suivi l'installation. Et la police a également été avisée et s'est rendue sur place pour instaurer un dialogue. Un représentant du propriétaire s'est rendu sur place le lundi et après discussion a finalement accepté de conclure une convention d'occupation précaire avec les gens du voyage qui étaient présents. Donc cette convention a été prolongée d'une ou deux semaines à la demande des occupants et avec l'accord du propriétaire. Donc les derniers véhicules sont partis ce dimanche. Et lors du départ des derniers véhicules et des caravanes, le propriétaire était présent pour réaliser un état des lieux. Il a été prévu par les occupants que le conteneur et les bidons seraient évacués par une société ce mardi. Le propriétaire devait être présent lors de cette évacuation et allait donc par la suite fermer et sécuriser le site. Si les déchets ne devaient pas être évacués,
c'est donc aux propriétaires, ce serait donc aux propriétaires de faire le nécessaire pour les évacuer et pas à la commune, puisqu'il s'agit bien d'une propriété privée et plus d'une propriété publique appartenant à la commune. Il faut savoir que par rapport à ça, par rapport aux autorisations, la commune n'a rien à dire par rapport à ça, c'est le droit du propriétaire. C'est un peu comme si chez vous, vous souhaitiez avoir des locataires et que vous deviez demander l'autorisation à quelqu'un, à la commune par exemple, pour les personnes que vous allez choisir comme locataires. Donc voilà, ça c'est les droits du propriétaire qui a le droit d'accepter ou pas et de prendre les mesures et les dispositions qu'il souhaite par rapport à la gestion et à l'entretien de son bien. Voilà, donc ça c'était un point. Donc on va quand même suivre pour voir un petit peu ce qu'il en est. Point suivant, je pense que c'est un point qui concerne tout le monde et dont tout le monde a entendu parler les derniers jours, donc c'est par rapport au PFAS. Donc tout comme vous, nous avons pris connaissance de cette information relative au PFAS par les médias. Donc nous avons pris contact avec la SVD ce lundi matin afin d'obtenir des infos à ce sujet et savoir quand les résultats seront connus pour notre commune, car comme beaucoup de citoyens, nous avons également consulté le site de la Société Wallonne des Eaux et nous avons constaté que le statut était en cours pour l'analyse des PFAS. Donc la réponse que nous avons reçue actuellement, donc malheureusement si les analyses sont en cours, cela signifie que nous n'avons pas encore de résultats à vous communiquer. Sachez que des traitements adéquats ont été mis en place dans les zones sujettes à la problématique PFAS et nous permettent de contrôler les teneurs en PFAS dans l'eau. La priorité des analyses a été donnée aux zones les plus touchées, mais le monitoring des PFAS en Wallonie continue et progresse bien. Nous espérons pouvoir rassurer prochainement un maximum de nos consommateurs. Nous avons également trouvé dans les médias une carte interactive qui mentionnait un taux de 15,24 nanogrammes par litre de PFAS, soit un taux inférieur aux 100 nanogrammes par litre de la nouvelle norme européenne qui rentrera en vigueur en 2025. Donc, d'après les informations que nous avons pu trouver, ce taux a été trouvé dans des eaux de surface et pas comme dans d'autres communes quand on consulte dans de l'eau potable. Donc, nous ne savons pas par qui ont été réalisées ces analyses, nous n'avons pas plus d'informations à l'heure actuelle. Donc, nous continuerons à nous informer et en tout cas, vous pouvez être assurés que nous serons attentifs à cette problématique et que nous ne manquerons pas de recontacter très rapidement la Société Wallonne des Eaux pour obtenir toutes les informations qui nous seront utiles par rapport à cette problématique. Merci. Voilà pour les produits de je vais donner à M. Janin, vous n'avez pas une question, mais vous avez une question d'un autre type que vous poserez à la fin. Donc il y a une question d'actualité qui sera abordée à la fin du Conseil. Dès lors, nous pouvons passer à l'ordre du jour du Conseil avec... Oui, le secrétaire me demande de signaler qu'il y a une demande de point concernant l'Assemblée Générale de l'Intercommunale Sociale du Brabant-Wallon qui a lieu le 11 décembre. Soit avant notre prochain Conseil communal, dès lors, avec votre autorisation, nous l'aborderons aujourd'hui. Je vous remercie. Concernant l'approbation du procès verbal de la séance antérieure, y a-t-il une demande d'intervention, une remarque? Non. On passe au vote. Madame Télé. Oui. Monsieur Denis. Oui. Monsieur Lopez. Oui. Madame Schipper. Oui. Monsieur Leray. Oui. Monsieur Lepage. Oui. Monsieur Bézigo. Abstention. Monsieur Déguet. Oui. Madame Toulac. Monsieur Lopez. Oui. Monsieur Tondeur. Oui. Madame Stine. Oui. Monsieur Guédin. Oui. Madame Bonbois. Oui. Monsieur Jardin. Oui. Madame Carole. Oui. Madame Maille. Oui. Monsieur Legas. Oui. Alors, je vous rappelle le point concernant la fabrique d'église protestante de Clabec, première modification budgétaire 2023 pour avis. Y a-t-il une demande d'intervention? Je n'en vois pas. On passe au vote. Madame Venturelli. Oui. Monsieur Denis Mal. Oui. Monsieur Lopez. Oui. Madame Schipper. Oui. Monsieur Leray. Oui. Monsieur Lepage. Oui. Monsieur Bézigo. Oui. Monsieur Déguet. Oui. Madame Toulac. Abstention. Monsieur Lopez. Oui. Monsieur Tondeur. Oui. Madame Stine. Oui. Monsieur Guédin. Oui. Madame Bonbois. Oui. Monsieur Jardin. Oui. Madame Schipper. Oui. Madame Maille. Abstention. Monsieur Legas. Oui. Je vous rappelle le point 3, fabrique d'église Saint-Géry de Clabec, budget 2024. Approbation moyennant rectification. Y a-t-il une demande d'intervention? Oui, monsieur Léon Jardin, je vous en prie, vous avez la parole.
Vu l'effort de sobriété fait par le Conseil public, intervention financière de l'association des œuvres paroissiales dans le budget de la famille d'église, personnellement, je voterai positivement ce budget. C'est peut-être pas une question, mais une motivation du vote auquel nous allons passer maintenant. On passe au vote. Oui. 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 Monsieur Hôtel. Oui. Monsieur Tondeur. Oui. Oui. Monsieur Bédard. Oui. Madame Bonbois. Oui. 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 Donc, je rappelle le point 4 à cette Assemblée générale ordinaire du 14 décembre. Et nous pouvons peut-être évoquer complémentairement l'Assemblée générale extraordinaire, notre point suivant, qui a lieu le même jour de la même institution. Y a-t-il une demande d'intervention? On passe au vote. Madame Philippe. Oui. Monsieur Duval. Oui. Monsieur Houtet. Oui. Madame Chuteur. Oui. Monsieur Morel. Oui. Monsieur Opin. Oui. Monsieur Benjigo. Oui. Monsieur Zéné. Oui. Madame Bédard. Monsieur Hôtel. Oui. Monsieur Tondeur. Oui. Madame Philippe. Oui. Monsieur Oui. Madame Bonbois. Oui. Monsieur Bédard. Oui. Madame Coupard. Oui. Madame Maille. Oui. Monsieur Léguer. Oui. Pouvons-nous éventuellement procéder de la même manière pour les deux points qui suivent, voire même y adjoindre le point complémentaire concernant l'ISBOE? Dès lors, nous pouvons nous prononcer sur ISBOE et, avec votre autorisation, l'ISBOE, sauf s'il y avait une demande d'intervention et j'en vois une. Monsieur Léon-Marie Jadin. D'abord, je voudrais justifier le fait que je peux aussi, en tant que conseiller, justifier à l'avance mon vote. Et donc, ce sera encore le cas pour ce point. L'absorption par IPFBW de la société EBOE, dont le rôle est de favoriser la filière de production d'énergie renouvelable et l'évolution des intercommunales pures de financement vers une seule société néovale pour soutenir la production d'énergie renouvelable, montre jusqu'à quel point les communes doivent être solidaires pour atteindre les objectifs des communautés européennes en matière d'environnement. Ce n'est malheureusement pas le cas de notre commune, qui sera sans doute la dernière commune du Brabant wallon à s'engager pour le climat, et pourtant, comme le dit ce proverbe chinois, lorsque les hommes travaillent ensemble, les montagnes changent en or. Depuis ce temps, la commune nous a envoyé des messages contradictoires tels que le personnel communal est débordé et a difficile d'assurer toutes les missions, et dans le même temps, nous ne sommes pas intéressés par un coordinateur plan collègue gratuit pour 3 ans, par une personne de plus dont il faudrait s'occuper. Et pourtant, c'est ce genre de personnes qui pourrait mettre en place des structures qui nous permettraient, comme les autres communes qui s'y engagent, d'entrer dans le XXIe siècle et de laisser l'occasion pour nos arrière-petits-enfants de vivre le 22e. C'est la raison pour laquelle nous approuvons le point porté à l'ordre du jour de l'AG extraordinaire de cette intercommunale qui travaille en notre sens. Bien. Y a-t-il une autre demande d'intervention, puisque de questions il n'y a pas, si j'ai bien compris? Vous voyez pas l'inconvénient à ce qu'on vote les trois intercos, donc IPF, IMIO et ISBOE? Non? Ok. Ça veut dire 6, 7, 8. 6, 7. Et le 1, oui, le point. Et le point complémentaire. D'accord, oui. Bien, on passe au vote. Madame Philippe. Oui. Monsieur Duval. Oui. Monsieur Houtet. Oui. Madame Chuteur. Oui. Monsieur Morel. Oui. Monsieur Opin. Oui. Monsieur Benjigo. Oui. Monsieur Zéguer. Oui. Madame Coulard. Oui. Monsieur Houtet. Oui. Monsieur Tondeur. Oui. Madame Philippe. Oui. Monsieur Bédard. Oui. Madame Bonbois. Oui. Monsieur Jadin. Oui. Madame Coupard. Oui. Madame Maille. Oui. Monsieur Léguer. Oui. Donc, je vous rappelle le point oui, subtil aux associations dont c'est complémentaire. Ça devient presque un point systémique. Y a-t-il une demande d'intervention? Madame Nipaola. C'est juste une remarque. Nous regrettons que la majorité modifie les attributions plusieurs fois par an. Il suffirait d'établir une règle pour éviter ces répétitions. C'est d'accord. On y est aussi, quoi. Je crains que
vous ne soyez attentifs les fois précédentes. Alors, parce qu'à chaque fois l'explication est donnée. On reçoit les dossiers des associations au compte-gouttes. Et donc ce n'est pas un réglementaire qui fait qu'on ne soit pas au compte-gouttes. Au contraire, le réglementaire il est question puisqu'il existe, avec toute une série de critères et de dates. Mais nous nous montrons particulièrement souples vis-à-vis des associations, parce que certains naissent en cours d'année, d'autres disparaissent en cours d'année, d'autres évoluent ou fusionnent en cours d'année, et d'autres changent parfois d'objet social, ou en tout cas de... Donc, l'idée ici, au contraire, c'est de ne pas figer une fois par an et se montrer trop rigoureux et ne pas accéder au monde d'associations, ne fût-ce qu'en matière d'accès aux locaux, etc., à la logistique. Donc, au contraire, la démarche, elle se veut souple volontairement pour pouvoir accompagner et aider les associations dans leur intérêt, dans l'intérêt de la collectivité. Donc, c'est exactement le schéma clair. Je pensais qu'on l'avait déjà expliqué précédemment, et c'est pour ça que je dis que c'est un point systématique ou systémique. Parce que le fait, la méthodologie. Et dans le cas présent, c'est une nouvelle association qui a été créée. C'est une association de parents dans une école qui s'est constituée après la rentrée des classes. Et je pense que si on ne veut pas freiner l'élan et la motivation des gens qui se proposent de créer une association de parents, leur dire attendez l'année prochaine pour rentrer votre dossier, je pense que ce n'est pas un bon message. Donc, ça fait partie aussi du message. Et il ne faut pas oublier que dans la plupart de nos associations, c'est des bénévoles qui s'engagent et que voilà, le dossier parfois de subside, c'est peut-être pas celui qu'on a en haut de la pile. Et il faut remercier aussi les gens de s'engager, on fait preuve d'un peu de souplesse, parce que le volontariat et le bénévolat, c'est pas toujours évident et c'est parfois une denrée rare. Donc je pense qu'il faut encourager et soutenir. On s'est déjà dit plusieurs fois qu'il faudrait qu'on soit plus strict, qu'il faudrait plus autoriser, et puis voilà, et les gens sont toujours de bonne foi. Il y a le trésorier qui a changé, donc on n'a pas écrit à la bonne adresse et l'ancien trésorier n'a pas communiqué au suivant et l'information ne nous était pas encore arrivée. Donc voilà, il y a ce genre de choses aussi. Bien. On passe au vote? Oui. Monsieur Moutet? Oui. Madame Dange-Putte? Oui. Monsieur Morel? Oui. Monsieur Opin? Oui. Monsieur Méjigo? Oui. Monsieur Zéguet? Oui. Madame Poulin? Oui. Monsieur Hautet? Oui. Monsieur Tondeur? Oui. Madame Fix? Oui. Monsieur Godard? Oui. Madame Bonbois? Oui. Monsieur Jardin? Oui. Madame Dupaola? Oui. Madame Maïs? Oui. Monsieur Legas? Oui. Donc, je vous rappelle le point 9. Arrêté gouvernemental Wallon, éclairage public 2023. Renouvellement de l'éclairage public, acceptation du projet de l'estimatif et du type de luminaire. On parle de 297 luminaires. Il s'agit de luminaires posés par l'ordre, vous le savez sans doute. Y a-t-il d'autres remarques ou explications? Oui, Madame Mailly. Oui, nous souhaitons savoir si on n'attendrait pas les résultats de l'enquête publique avant de se prononcer sur ce sujet. Nous ne connaissons pas encore le ressenti des Rodécois vis-à-vis de l'extinction de l'éclairage public. Peut-être une extinction pure et simple, à l'exception de certains endroits, est majoritairement souhaitée. Et dans ce cas, le renouvellement des luminaires n'aurait peut-être pas de sens. Alors, l'information est déjà disponible, mais elle n'est pas encore publiée. Ceci dit, ma foi, il ne s'agit pas d'un secret d'État. Donc l'avis des citoyens est largement, très largement favorable. Je ne donnerai pas de pourcentage, je découvrirai comment c'est utilisé. Par contre, ne pas changer un luminaire, c'est ne pas rencontrer nos obligations par rapport aux lampes sources. Et donc il s'agit vraiment d'une obligation régionale wallonne de changer les lampes sources à un rythme précis sur l'ensemble des points d'éclairage de la commune. Par ailleurs, si nous devions ne pas changer les lampes sources, pour rencontrer le prescrit décréta, c'est une directive européenne, pardon, donc la directive est transcrite dans un décret wallon, donc ne pas la rencontrer sans se mettre dans l'illégalité, nous contraint en quelque sorte de démonter le luminaire, le candélabre, le piquet, etc. Une autre information. Alors ça, c'est une norme qui ne s'impose pas encore parce qu'elle n'a pas encore été transcrite en droit chez nous. Certains pays l'ont fait. C'est quand on dispose de luminaires, c'est paradoxal, mais c'est si et seulement si, on dispose de luminaires qu'il faut avoir un taux d'éclairage minimal. Oui. C'est une directive européenne.
c'est les mêmes directives, elles sont seules. Et donc, certaines communes du Brabant wallon, je vais en citer une de mémoire, mais il y en a au moins 2, si pas 3, je pense que c'est Chastre ou Chaumont, Giston, pour ne pas se mettre en contradiction avec la directive qui n'a pas encore été transcrite concernant l'obligation d'allumer quand on a des luminaires, avec les moyens financiers octroyés par la région wallonne, parce qu'il y a une partie qui est subventionnée par la région wallonne pour changer les lampes sources, a préféré déconstruire ou démonter les luminaires. Nous n'en sommes pas encore là. Pourquoi? Donc nous, on est dans un schéma, et je me plais à dire qu'on a initié le modèle, bien avant le Covid et les problèmes d'énergie. On est dans un schéma où on éteint, et les gens sont manifestement contents. On éteint, on a pris des dispositions plus pointues, contrairement à d'autres communes où ils n'ont pas été changés dans les boîtes de manière telle à ce que ce soit quand même éclairé certains jours à certaines heures. Nous, on l'a fait, c'est un investissement. On éteint, et le cas échéant, si on devait avancer vers ce que vous proposez, je peux l'entendre, et moi je suis favorable personnellement, on pourrait tôt ou tard faire ce que Chaumont fait, c'est-à-dire déconstruire. Mais de fait, les lampes sources, on doit les changer à un rythme prescrit par un décret lui-même transposé d'une directive. C'est une question d'émanation de gaz et de lampes qui sont plus polluantes que d'autres, etc. Enfin, on ne rentre pas dans les détails. Voilà. Voilà pour répondre à votre question. Et par ailleurs, l'éclairage public reste allumé jusqu'à minuit, donc parce que vous évoquiez l'extinction, donc il faut encore faire des économies et éviter ces lampes qui sont énergivores et polluantes. Donc, parce qu'on a encore des très vieilles qui fonctionnent beaucoup aussi. Donc l'objectif aussi est de diminuer la consommation et d'avoir des lampes qui sont moins polluantes. On parle de 66% d'économie avec le changement de lampes sources à terme, suivant les types de lampes, etc. et le rythme auquel on les change. Je vous en prie, vous avez la réplique. C'est juste pour clarifier, dans mon idée, je parlais d'une extinction pure et simple, sans rallumer, même après minuit, etc. Et est-ce que, par contre, ça, je n'ai pas la réponse, donc peut-être que vous allez pouvoir me la donner, sur les 297 points lumineux, est-ce que c'est possible de prioriser les points où on sait que, par exemple, l'éclairage public est absolument nécessaire? Par exemple, je pense au carrefour dangereux, par exemple, où là on sait que ça va pas vous allumer. À l'approche des ronds-points, est-ce que c'est possible d'aller plutôt dans ce sens-là, sachant qu'il ne faut pas commencer avec des luminaires pour ceux qui pourraient être peut-être déconstruits dans 5 ans? Le problème, c'est que la vision globale à 5, 10 ou 15 ans, elle n'est pas aujourd'hui définie. Et on a une autre difficulté liée au circuit. Donc, on doit faire des circuits complets. Il ne s'agit pas d'en éteindre ou d'en déconstruire ou d'en changer une sur deux, ou à certains endroits sur une ligne, alors qu'il y en a 20 autres avant cet endroit précis. Donc c'est pas techniquement, c'est pas à la carte à ce point. Mais effectivement, vous allez me dire, et les services nous ont proposé, au collège, en l'occurrence au conseil aujourd'hui, d'opérer des secteurs précis, sur des lignes précises, et tout ça en discussion, en dialogue, en interaction avec le reste, par rapport à ces fameuses lampes sources qui sont les plus usagées et qui doivent être prioritairement démantelées pour remplacer les exactions. Monsieur Jardin. Tout ça va se passer sur un certain nombre d'années, si j'ai bien compris. Et donc on peut encore revoir cette question année après année peut-être. Donc ici on est sur un GOE qui va jusqu'en 2030. Mais ça fait On est dans la 4e année. Donc nous verrons bien effectivement dans quelle mesure on peut... C'est une discussion qui a lieu de manière régulière avec ORES. Parce qu'on entend... Oui, je vous entends. On entend aussi parfois certaines personnes qui disent éteindre un luminaire sur 2, etc. Mais techniquement, il y a des normes quand les luminaires fonctionnent, et donc il y a des calculs. Donc quand on fait l'éclairage des classes, par exemple, il y a des calculs qui sont faits pour que la couverture soit la même partout. Et donc supprimer une lampe sur 2, parfois c'est pas techniquement possible non plus, parce que sinon on n'est pas dans les normes européennes, etc. Donc ça a l'air simple, mais c'est plus complexe finalement qu'il n'y paraît. Merci pour les explications. À ce vote. Oui. Monsieur Renneman. Oui. Monsieur Witte. Oui. Président Fritte. Oui. Monsieur Lebel. Oui. Monsieur Orban. Oui. Monsieur Benito. Oui. Monsieur Weber. Oui. Madame Coulin. Voilà, je vais comme ça. Monsieur Eppel. Oui. Monsieur Sauveur. Oui. Oui.
Monsieur Godin. Oui. Madame Bourgois. Oui. Monsieur Jadin. Oui. Madame Paul. Oui. Madame Nel. Oui. Monsieur Godin. Oui. On va toujours appeler le point 10, réflexion de la bulle Saint-Trenet, l'approbation des conditions et du mode de passation de marché. Je ne vois pas. Oui, Madame Naï, je vous en prie. Donc cette route est en mauvais état, c'est un fait, je pense qu'on est tous d'accord. Mais j'avais une question, c'était pourquoi privilégier cette partie de la rue, sachant qu'à ma connaissance, en tout cas, la route est principalement utilisée par les véhicules agricoles, et ne pourrait-on pas imaginer de laisser partiellement les pavés ou les réutiliser d'une certaine manière, en tout cas, qui sont assez résistants au passage de gros véhicules. Merci. Je vous en prie. Y a-t-il une autre demande d'intervention? Non, Madame Naturelli. Donc, les pavés resteront bien, mais effectivement seront recouverts par de l'asphalte. Je vais peut-être refaire un petit peu le rétroacte de ce dossier, mais on avait imaginé pouvoir la réfectionner en voirie agricole. Donc, c'est une voirie avec 2 bandes de béton et on maintenait une bande plus ou moins enherbée au centre avec des dalles aux entrées de champs, etc. Il se fait qu'on a désigné ici même au Conseil un bureau d'études. Et quand on a reçu l'estimation du bureau d'études, on était à des montants qui étaient particulièrement élevés. Et le subside qu'on pouvait recevoir pour les voiries agricoles étant plafonné autour des 125 000 €, ça faisait plus de 300 000 € à charge de la commune. Donc voilà, c'est des choix malheureusement économiques. Et comme vous l'avez dit, l'état de la voirie est tel que, enfin voilà, c'est tout des trous, c'est les cratères qu'il y a dans cette voirie. Ça devient même difficile pour certains tracteurs par moment, donc il fallait prendre une décision pour la réfectionner à des coûts raisonnables et pour répondre aux normes de sécurité. Monsieur Jadin. Le rattrapage de la convexité de la route, ça va être des recharges latérales. Le technicien n'est pas d'accord, ce sera comme ça. Ouais, ce sera un petit peu, de toute façon, oui, pour envoyer l'eau sur Oui, le bon, test un petit peu, mais il faut de toute façon de convexité, mais ici, à certains endroits, quand on passe sur cette route, on est prêt à accrocher avec le châssis, quoi. C'est pas mis parce qu'une fois. Bien, nous passons au vote. Oui. Monsieur Delignat. Oui. Monsieur Boutet. Oui. Madame Scooter. Monsieur Leveil. Oui. Oui. Monsieur Gibault. Oui. Monsieur Zéguet. Oui. Madame Coulard. Oui. Monsieur Hôtel. Oui. Monsieur Tombeux. Oui. Madame Tix. Oui. Monsieur Godard. Oui. Madame Bourgois. Oui. Monsieur Jadin. Abstention. Monsieur Paul. Abstention. Abstention. Monsieur Legas. Oui. Peut-être Monsieur Jadin, mais le vote s'est déroulé, ma foi, ça ne changera, j'imagine rien. On a un auteur de projet et un fonctionnaire dirigeant qui est ingénieur pour travailler sur le dossier. Moi, je ne suis pas convaincu qu'il n'y aura pas un rabotage de 2 nécessaire par endroit, parce qu'effectivement, c'est trop difficile à rattraper, les coûts sont trop importants, donc ils ne sont pas à ce point aboutis. Mais vous avez raison de dire que dans l'idéal, ce n'est pas comme ça qu'il faut travailler. Ceci dit, nous ne sommes pas sur une reconfiguration nouvelle d'une voirie où on décaisse et on fait une voirie neuve. On fait du racléage et du remplissage, parce que comme d'autres l'ont dit, c'est des voiries qui sont utilisées par quelques habitants et singulièrement par un fermier qui a son exploitation là-bas. Voilà. Donc c'est un choix économique et technique aussi que les services nous ont proposé. Si nous avions pu faire, comme Mme Naturelli l'a expliqué, la voirie agricole largement subventionnée par la région Wallonne, nous l'aurions fait, mais le plafond était à 150 000 et les coûts étaient largement supérieurs. Donc ici, on a fait un choix qui est fait depuis de nombreuses années dans plein de communes environnantes. Bien, nous passons au point suivant. Programme communal de développement rural, travaux d'aménagement intérieur et des abords de la Grande D'Alembert et réaffectation de l'entité, approbation des conditions du mode de passation et de la convention de réalisation. Y a-t-il une demande d'intervention? Je n'en vois pas. On passe au vote. Madame Tolly. Oui. Monsieur Ménal. Oui. Monsieur Boutet. Oui. Madame Scooter. Oui. Monsieur Leveil. Oui. Monsieur Hôtel. Oui. Monsieur Gibault. Oui. Monsieur Zéguet. Oui. Madame Coulard. Oui. Monsieur Hôtel. Oui.
Monsieur Condor. Oui. Madame Pénicaud. Monsieur Gadin. Oui. Madame Bombois. Oui. Monsieur Gadin. Oui. Madame Dupaola. Oui. Madame Maillot. Oui. Monsieur Legas. Oui. Alors, je rappelle le point 12, lutte contre les dépôts sauvages, installation de caméras mobiles, validation des emplacements. Il est regrettable que nous devions les valider au conseil communal, mais c'est une compétence du conseil communal et en séance publique. Sans ça, la surprise serait plus, comment dire, utile peut-être. Et y a-t-il des questions? Madame Maillot. Donc, même si nous ne sommes pas favorables aux caméras de manière générale, il est évident que la prévention ne suffit pas. Vous avez répondu dans une certaine mesure à ma question, mais je vais peut-être la poser alors pour que tout soit peut-être très clair. Dans un souci d'efficacité, est-il obligatoire de publier les lieux d'installation? Si des nouveaux lieux problématiques sont identifiés, faut-il que le Conseil marque son accord pour étendre la liste? Et si d'autres infractions sont filmées par les dites caméras, les images pourront-elles être utilisées également? Les réponses vont d'elles-mêmes, hein. Je ne savais pas. Ma posture a trahi, hein, mais oui, il faut systématiquement passer au conseil communal, c'est une obligation légale. Et pour les autres infractions, peut-être Mme Thierry peut compléter le propos. Donc, c'est vrai qu'ici on a listé 17 sites, il y a 10 caméras, donc les caméras tourneront, donc les gens ne sauront pas nécessairement sur quel site, à quel moment se trouve la caméra. Donc ça, il y a encore un peu de chance. Maintenant, par rapport aux autres infractions qui pourraient être constatées, il y a plusieurs cas de figure. Donc si c'est une infraction judiciaire et que le procureur du roi demande à contrôler les images, évidemment, elles pourront être contrôlées par des agents assermentés, puisque là, on est dans le cadre d'une procédure judiciaire, donc tout dépendra du type d'infraction et la déclaration qui aura été faite dans le registre de caméras, donc les finalités pour lesquelles elles peuvent être utilisées. Mais a priori, c'est principalement pour les dépôts clandestins. Pour d'autres délits, ce sera de la compétence de la justice. Bien que vous n'ayez pas posé la question, mais peut-être pour l'information, la bonne information, nous ne sommes pas dans l'obligation de mettre par site un panneau indiquant qu'il y a des caméras. Le fait d'avoir des panneaux à l'entrée de la commune suffit. Voilà, c'est une information. Ceci dit, mettre un panneau peut être dissuasif. Tout ça se discute évidemment. Bien, on passe au vote. Oui. Monsieur Dominal. Monsieur Loupet. Oui. Madame Zanzouteur. Oui. Monsieur Morel. Oui. Monsieur Lopin. Oui. Monsieur Bégibaud. Oui. Monsieur Béguet. Oui. Madame Silat. Oui. Monsieur Loupet. Oui. Monsieur Condor. Oui. Madame Thierry. Oui. Monsieur Godin. Oui. Madame Bombois. Oui. Ménage, déclaration. Vérité budget 2024. Approbation. Y a-t-il une demande d'intervention de l'activité? Monsieur Léon Marie-Jadin, je vous en prie. Ce sujet a été évoqué, semble-t-il, à l'Assemblée citoyenne. Qu'en est-il de son rapport? À ce propos, j'aimerais demander qu'on ait accès, peut-être qu'on l'a d'ailleurs, au PV de cette Assemblée citoyenne. Oui, le secrétaire ne souffle pas, mais il dit les choses suffisamment fortes pour plaisantement. C'est comme une évidence, mais c'est mieux en répétant. Chaque conseiller communal a accès à tous les documents, excepté certaines restrictions très précises. Il souhaite, on ne parle pas de notes de travail, d'argent ou de bouillon, que sais-je, mais en l'occurrence, l'Assemblée citoyenne, son procès-verbal est évidemment accessible. Ici récemment, dans un entretien avec certains médias, qui me posaient la question, parce qu'apparemment c'était une critique, ou en tout cas une critique non constructive émise par ailleurs, moi je ne vois à titre personnel aucun inconvénient à ma qualité de président de l'Assemblée à ce que ce soit diffusé. Alors on ne va pas en faire une diffusion large, publiée, in extenso dans le Québec à la Une, mais on peut imaginer d'ailleurs un article de fond ou un article qui traite de l'Assemblée citoyenne, ça ne pose vraiment aucune difficulté. Pour ce qui est alors des thématiques abordées à l'Assemblée citoyenne, de la même manière, j'avais précisé qu'il y a du descendant et de l'ascendant, et que ça peut venir à l'initiative d'un membre de l'Assemblée citoyenne une thématique ou une autre, pour autant qu'elle soit générique ou qu'elle soit transversale. Ici, l'éclairage public est transversal, et en l'occurrence, les déchets qui sont par des déchets de vérité, c'est une problématique évidemment transversale, repris comme telle dans le règlement qui a été voté pour la dite Assemblée
citoyenne. Les membres de l'Assemblée citoyenne, et je n'ai pas le prescrit précis de la décision, pour autant qu'on puisse appeler ça une décision, parce que finalement, il n'est pas la question d'un vote et d'une décision rédigée, duellée, comme une décision d'un organe classique, était plutôt même très favorable à ce qui était proposé en termes de collecte des déchets, au sens large du terme. Ça va des encombrants à la demande, en passant par les déchets verts. Nous sommes une des rares communes qui effectue encore ce type de ramassage dans le Grand Wallon, en tout cas à tout le moins, gratuitement, ou en tout cas inclus dans le prix de base, devrais-je dire. De même que la même Assemblée citoyenne s'est aussi, entre guillemets, prononcée sur le fait du changement qui interviendra l'an prochain en termes de ramassage, puisque avec l'augmentation de ce qui peut aller dans les sacs PMC, les sacs bleus, les sacs blancs, donc les sacs d'ordures ménagères brutes ou résiduelles, ont diminué en volume. Dès lors, le ramassage se ferait une semaine sur 2, et plus chaque semaine à partir de février de l'an prochain. Tout ça a été évoqué et discuté avec l'Assemblée citoyenne, qui, de prime abord, dans sa très grande majorité, ne semblait pas avoir d'inconvénient au dispositif d'ensemble, sans même parler du parc à conteneurs et de son accès aujourd'hui, j'allais dire gratuit. Rien n'est gratuit, c'est inclus encore une fois dans la taxe et la redevance globale. On a même évoqué le coût vérité et cette contrainte pour aussi faire œuvre d'information et de pédagogie aux citoyens, membres de l'Assemblée citoyenne, pour que ça soit vraiment complet et profitable à tout le monde. Vous dire que les gens sont ravis de payer, non. Vous dire que les gens sont ravis de produire des déchets, non. Mais ça, l'Assemblée citoyenne n'avait pas à se prononcer, et la police n'a d'ailleurs pas prononcé sur la chose, hein, monsieur le maire. Donc si on parle bien de l'Assemblée citoyenne, c'est votre question, il n'y a aucun souci par rapport à la publicité, dans certaines limites évidemment, et il n'y a aucun souci par rapport au fond du sujet que vous abordez. Je n'ai pas ressenti, et d'ailleurs on peut voir dans le PV, vous l'aurez, vous en prendre connaissance, d'objection quant au dispositif qui était mis en œuvre. Évidemment, on leur a précisé que tout ça était intercommunalisé, qu'il y avait une législation wallonne, qui elle-même était une transcription pour majeure partie d'une législation européenne, etc., etc. La commune de Rebec ne vit pas sur une île et n'a plus ses centres d'enfouissement technique où elle met tout et n'importe quoi et fait leur de terre. Ça c'est aussi un préambule et quelque chose qu'il nous faut dire aux citoyens de manière préalable, parce que sans ça, les gens sont parfois, je m'en excuse, dans l'ignorance. Et je ne traite pas d'ignorants, mais ils ne se renseignent pas ou ils ne se documentent pas sur ce que deviennent leurs déchets qu'ils mettent chaque semaine à la porte. Je suis bien content qu'on les enlève. Voilà. On peut passer au vote. Oui. Monsieur Delman. Oui. Monsieur Boutet. Oui. Madame John-Schutter. Oui. Monsieur Honoré. Oui. Monsieur Franz. Oui. Monsieur Pascal. Monsieur Zéguès. Oui. Madame Poula. Oui. Monsieur Hôtel. Abstention. Monsieur Tombeur. Abstention. Madame Fils. Abstention. Monsieur Godin. Abstention. Madame Bonbois. Abstention. Monsieur Jardin. Oui. Madame Di Paola. Oui. Madame Magne. Oui. Monsieur Degas. Oui. Puis-je considérer le même vote pour le point suivant ou pas? Le vote sur le point suivant concerne donc le coût vérité, mais le montant donc de la taxe qui a changé, vous l'aurez constaté. Si oui, je vous en prie. Donc effectivement, la taxe est inchangée. Le petit changement qui est apporté dans le règlement, c'est que, donc, comme on l'a souligné précédemment, il y aura un changement dans la fréquence de collecte. Donc les sacs blancs sont ramassés tous les 15 jours. Mais les sacs verts dans lesquels on met les putrécies, donc les déchets organiques, seront, eux, ramassés toutes les semaines. Donc ça, je pense que c'est une précision importante. Donc la communication va démarrer prochainement pour informer tout le monde. Et donc on a prévu soit un rouleau de sacs blancs, 30 litres ou 60 litres en fonction de la composition de ménage, soit 4 rouleaux de sacs pour les déchets compostables. Donc les personnes auront le choix, puisque numériquement ça a la même valeur financière, donc ils pourront disposer de 40 sacs verts pour donc, les déchets organiques et plus précis. Ces précisions étant apportées, je reviens à ma question originelle. Puis-je considérer le même vote ou souhaitez-vous qu'on fasse un vote? Madame Di Paola, vous avez encore une question? Je vous en prie. Nous nous demandons s'il est normal qu'un restaurant, par exemple, qui fait 30 couverts paye la même taxe poubelle qu'un couple sans enfants pensionné, par exemple, par rapport au ménage ou... Madame Eturelli.
Donc ben là, ils mettent plus de sacs. Donc forcément, le prix du sac, ça se calcule par le prix du sac. Et donc au niveau des entreprises, effectivement, il y a une taxe qui est prévue et qui est forfaitaire, mais la plupart des établissements disposent d'un privé qui vient relever les containers. Hein. Et autre précision, outre le changement de fréquence, il y aura un changement de jour, mais tout sera communiqué, sera bien précisé sur le calendrier. Donc les déchets verts, donc de jardinage, sont ramassés le mardi, les sacs blancs et verts le mercredi. Pour les cartons et les PMC, il n'y aura pas de changement, ça continuera à être le vendredi. Et donc, excusez-moi, toute entreprise, ils sont obligés d'avoir les grands... Ils ne sont pas obligés, mais la plupart non, notamment pour certains déchets. Ces précisions étant apportées, je reviens à ma question. Puis-je considérer le même vote ou faisons un tour? Monsieur Otef, vous pouvez considérer le même vote? Ok, merci. Ça facilite la vie de monsieur Derrick. Alors, nous sommes au point 15, taxe sur les dépendances de carrière, approbation par l'autorité de tutelle. Il s'agit d'une information. Dès lors, nous pouvons passer au point 16. Taxe sur les marylones ou antennes de diffusion pour GSM ou autres. Adoption. Une demande d'intervention. Passe au vote. Oui. Monsieur Denis. Monsieur Lopez. Madame Jean-Schutter. Oui. Monsieur Lorenz. Oui. Monsieur Opal. Oui. Monsieur Ressibo. Oui. Monsieur Zégues. Oui. Madame Poulain. Oui. Monsieur Lopez. Oui. Monsieur Tondeur. Oui. Madame Tins. Oui. Monsieur Godard. Oui. Madame Renvois. Oui. Monsieur Jardin. Oui. Madame Paola. Oui. Madame Maille. Oui. Monsieur Legas. Oui, donc je rappelle le point 17 redevant sur les traitements et la délivrance de permis d'urbanisme. Y a-t-il une demande d'intervention? Je vais peut-être apporter la précision. Mais en fait, on n'avait pas la redevance pour le permis, uniquement permis voirie. Et on a été confronté notamment à un cas où il y avait uniquement un permis voirie. Donc on a introduit ce coût pour l'instruction du permis voirie. À ce vote. Madame Montevelli. Oui. Monsieur Denis. Oui. Monsieur Lopez. Oui. Madame Jean-Schutter. Oui. Monsieur Lorenz. Oui. Monsieur Opal. Oui. Monsieur Ressibo. Oui. Monsieur Zégues. Oui. Madame Poulain. Oui. Monsieur Lopez. Oui. Monsieur Tondeur. Oui. Madame Tins. Oui. Monsieur Godard. Oui. Madame Renvois. Oui. Monsieur Jardin. Oui. Madame Paola. Oui. Madame Maille. Oui. Monsieur Legas. Oui. L'ordre du jour appelle le point 18, deuxième notification budgétaire 2023, approbation. Important de signaler que la Commission des finances s'est réunie ce jour et a approuvé majoritairement la dite modification. Y a-t-il une demande d'intervention et ou de questions? Passe au vote. Madame Montevelli. Oui. Monsieur Denis. Oui. Monsieur Lopez. Oui. Madame Jean-Schutter. Oui. Monsieur Lorenz. Oui. Monsieur Opal. Oui. Monsieur Ressibo. Oui. Monsieur Zégues. Oui. Madame Poulain. Oui. Monsieur Lopez. Attention. Monsieur Tondeur. Attention. Madame Tins. Attention. Monsieur Godard. Attention. Madame Bonbois. Attention. Monsieur Jardin. Attention. Madame Paola. Abstention. Madame Maille. Abstention. Monsieur Legas. Oui, l'ordre du jour appelle le point 19, recrutement adjoint à la direction du service administration générale enseignement niveau B1. Mi-temps 19h, CDI, profil de fonction. Y a-t-il une demande d'intervention? Je n'en vois pas. On passe au vote. Madame Montevelli. Oui. Monsieur Denis. Oui. Monsieur Lopez. Oui. Madame Jean-Schutter. Oui. Monsieur Lorenz. Oui. Monsieur Opal. Oui. Monsieur Ressibo. Oui. Monsieur Zégues. Oui. Madame Poulain. Oui. Monsieur Lopez. Oui. Monsieur Tondeur. Oui. Madame Tins. Oui. Monsieur Godard. Oui. Madame Bonbois. Oui. Monsieur Jardin. Oui. Madame Paola. Oui. Madame Maille. Oui. Monsieur Legas. Oui. Il reste un point. Vérification de l'enquête du directeur financier à la date du 30 septembre. Il s'agit d'une communication du procès verbal dont vous avez eu, j'imagine, ceux qui étaient intéressés du moins, connaissance. Il n'y a pas de demande d'intervention. Je n'en vois pas. Il nous reste à aborder la question d'actualité. Je m'empresse de dire que nous avons été magnanimes dans la recevabilité de la question.
parce que d'actualité, il n'est pas vraiment question. Mais je propose à monsieur Jacques de poser la question en question. On l'a fait, parce qu'on a voté. Il a déjà été fait en même temps que l'IGNO et l'IPFB. On avait l'idée. Donc la presse, la semaine dernière, nous apprenait que le taux des additionnels à Vevey est de 8,5%, ce qui est le deuxième plus élevé en Wallon. Par comparaison, Waterloo, Laam, Rhin-Lalleux navigue autour de 5,7-5,8 à l'IPP. D'où provient cette situation et quelles sont les solutions pour l'améliorer? Merci. Alors, depuis lors, mais sans doute, vous n'avez pas lu la presse ce matin, il y a eu un correctif à l'article de presse en question, que ce soit dans la DH ou dans Vers l'avenir, puisque l'article de presse était erroné, non pas sur le taux, mais sur le fait qu'on ait changé le taux durant cette législature. Puisque le taux, pour les conseillers attentifs de cette législature et des précédentes, n'a plus bougé depuis 10 ans. Je parle bien du taux de l'IPP, nous sommes effectivement à 8,5 depuis 2013. Pour ce qui concerne le précompte immobilier, pour prendre une autre recette importante communale, le taux n'a plus bougé depuis 20 ans. Vous posez la question de savoir pourquoi une commune dite riche, je n'aime pas le concept parce que certains citoyens sont riches, d'autres le sont beaucoup moins et c'est pas homogène, nous sommes d'accord. Une commune dite riche a un taux inférieur parce que l'assiette fiscale et le revenu moyen et le revenu médian dans une commune comme celle de Lannes, de la Hulpe, Coudric-sans-Sable, de Rhin-Lalleux ou Waterloo est largement supérieur au nôtre. Je ne vous dis pas certaines proportions. Dès lors, et c'est profondément injuste, de mon point de vue, politiquement, je défends d'ailleurs ce point de vue à l'interne de ma famille politique, que d'appliquer un taux très élevé dans une commune où les gens ont déjà des difficultés et d'appliquer un taux très très bas dans une commune où les gens ont moins de difficultés. Principalement, et là je n'engage que moi, je pense qu'il faudrait que l'impôt soit collecté à un autre niveau, en ce compris la partie communale, à un taux homogène, identique, global, ou progressif, ou davantage progressif, et puis redistribué en fonction des difficultés financières des communes. D'ailleurs, une commune riche n'est pas un indice de bonne gestion. Une commune où les gens sont riches, où l'argent est thésaurisé de manière importante, le cas échéant, c'est tout sauf un indice de bonne gestion. Au contraire, j'ai envie de dire. Une commune pauvre où les recettes sont moindres, mais on arrive quand même à rendre le service et parfois à mieux le rendre, ça c'est un indice de bonne gestion. Donc dans le cas qui nous occupe, et pour répondre à votre question finale, sans aller plus avant, mais on pourrait débattre longtemps, non seulement le taux est changé, mais en plus il est adéquat, et nous rendons des services, et notre volonté est de rendre peut-être davantage de services que dans d'autres communes, malgré leur richesse, en termes d'accueil de la petite enfance, en termes d'accueil de la personne âgée, en termes de services collectifs divers rendus notamment au niveau scolaire, pour ne citer que ceux-là. Chez nous, il ne s'agit pas de demander à un enfant d'acheter un bic, qu'il le reçoit. Pareil pour le crayon, pour le cartable, pour le plumier, etc. Pas pour le cartable, etc. Donc, voilà autant de services que nous rendons malgré les difficultés financières qui sont les nôtres, on ne va pas s'en cacher. Nous avons un budget, vous venez d'en voter un, enfin, je ne sais pas si vous l'avez voté, c'est absolu, je ne sais plus, peu importe, qui est à l'équilibre, et on continue à investir en chassant le subside. Nous devenons un peu subsidiologues. Parfois, pourquoi pas, c'est une reconversion heureuse. Regardez, et je vous invite vraiment à le faire, hein, dans le profil financier que fait Belfus, mais d'autres organismes le font, et vous l'avez aussi au niveau de l'Union des villes et communes, le rendement d'1% à IPP chez nous et le rendement d'1% à IPP dans une commune comme celle de Knock, par exemple, pour prendre un cas extrême caricatural, vous verrez à quel point 1% n'a pas la même valeur, non seulement dans les recettes communales, mais aussi dans la poche de la personne à qui on le retire. Parce que 1% ou 5% à l'âne dans la poche d'un revenu médian à la droite, ça pèse peut-être beaucoup moins en termes de difficultés annuelles que le même pourcent dans la poche de l'habitant quenastois, et je n'ai pas dit quenaste au hasard.
sans stigmatiser qui que ce soit. Parce que loin de là, mon propos, les origines sont celles-là, modestes. Voilà, vous avez votre réponse, elle est comme une évidence, mais c'est bien de le redire, et je vous remercie pour la question, parce que finalement, les gens sont trop loin de cette qualité financière, et ne comprennent pas. Quand vous maîtrisez le budget communal, en tant que conseiller communal d'ailleurs, vous avez absolument tout compris, mais vous vous rendez compte à ce moment-là de la difficulté finalement et de la marge de manœuvre qui est ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle est relativement faible. Bon, vous voyez 1 kilomètre de voirie aujourd'hui, avec ou sans pavé, avec ou sans rabotage, très convexe ou pas très convexe, je peux vous dire que c'est le million, le kilomètre au million. Je vous en prie. Alors, moi j'avais peut-être imaginé un peu facilement une solution, ou au moins une possibilité d'amélioration. Je suis retourné voir un sujet que j'avais déjà abordé en son temps, et je vais parler de la commune de Lessines, qui avait une taxe carrière de 500 000 € par an. Ici à Rebecque, on a fait passer de 250 à 375, ce qui est déjà pas mal, plus 395 avec la dépendance de carrière. Là, les signes sont passés à 605 000 pendant ce temps-là. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, puisque la production, apparemment, elle a la main de 220 000 tonnes par an, n'y aurait-il pas moyen de s'aligner sur les signes? Alors, si vous avez des inquiétudes quant à la bonne santé financière de la carrière Sagrex, je voudrais quand même rappeler que CBR, qui est la maison mère de Sagrex, a versé en 2019 859 millions de dividendes à Heidelberg Cement Group au Luxembourg et de 400 000 en 2022, 400 millions en 2022 au même endroit. Ça, c'est ce que nous révèle la Banque nationale de Belgique. Donc, je ne sais pas vous, mais la presque totalité des Rebecquois et moi, nous n'en avons rien reçu de ces dividendes. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen que la carrière ristourne au-delà de ce qu'elle ristourne pour le moment à la commune, surtout quand on voit, vous parlez d'une voirie d'1 kilomètre, la voirie d'1 kilomètre, vous allez la refaire prochainement, c'est la route industrielle. Et quand on monte la route industrielle, on se rend compte des ornières profondes qui ne sont pas là quand on descend la route. Alors, je ne sais pas, moi peut-être que on pourra dire que c'est le fer, ou bien ma voiture qui était trop grosse, j'en sais rien, mais les ornières, en tout cas, pour ma part, elles viennent des camions de la carrière. Un jour, j'ai posé la question au directeur de la carrière, il m'a dit, on paye assez de taxes. Comme tout le monde. Vous nous emmenez sur un débat certes intéressant, qui nous éloigne quelque peu de la question originelle, mais qu'importe. Moi, je n'ai pas de souci à ce que nous entamions ce débat. Alors, tout d'abord, vous avez effectivement proposé par le passé de reviser la taxe carrière. Nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Du point de vue des actionnaires, c'est toujours de trop. Du point de vue de la commune et de ses habitants, c'est toujours trop peu. Et du point de vue des travailleurs, si ça leur tombe sur la carrière, c'est de toute façon de trop. Qu'ils soient habitants de REC ou pas. Qu'ils soient habitants de REC ou pas. Le fait est que nous vivons dans un système que je n'ai pas choisi, vous non plus j'imagine, économie de marché, capitalisme, enfin, utiliser différents termes, et je vous surprends à tenir des propos qu'on pourrait presque prêter à des groupes plus à l'extrême gauche, voire radicaux de gauche, en termes de gestion sociétale demain. Très sincèrement, 1%, pour revenir à la question originelle, correspond, je crois que c'est 432 000 € de mémoire, 1% du PIB, le rendement d'1%. Donc ça fait la taxe carrière. Donc si on double la taxe carrière, on diminue d'1%. Si on triple la taxe carrière, on diminue 2%. Si on quadruple la taxe carrière, on diminue, et ainsi de suite. Donc si on sextuple ou on septuple ou on octuple la taxe carrière, plus du PP. Ou plus de carrière. Voilà, c'est des schémas un peu, ou des raisonnements très sincèrement un peu basiques,
simple, voire simpliste. De l'activité économique, nous avons besoin, en ce compris des emplois directs et indirects qui sont liés à la carrière, qui heureusement ne peut pas être déplacés. Mais qui peut être fait. Et beaucoup sont faits. Et certaines ne sont pas ouvertes. Certaines ne, pardon, ont reçu d'ailleurs, ou n'ont plutôt pas reçu, l'octroi obtenu récemment dans la région de Namur. Moi, je sais pourquoi je suis ici, parce que les grands-parents sont venus travailler à la carrière. Et les autres grands-parents flamands sont venus travailler dans le milieu agricole ici. Aujourd'hui, en Flandre, on montre des murs, et les communes sont bien là-bas, moins bien ici, etc. Mais bon, ça, c'est la mémoire d'un homme, d'un pays, etc. Je ne veux pas faire de procès aux nationalistes. Mais tout ça pour vous dire que si le village existe, si la carrière existe, si il y a du travail aujourd'hui, etc. Vous connaissez mon point de vue, et je vous l'ai déjà donné à plusieurs reprises. Vous connaissez mon beau-père, pour ne pas le citer, qui était d'abord ouvrier, qui a fini directeur, si je puis dire. Mais c'est important. Donc, jusqu'où peut-on aller? Alors vous allez me dire, on ne négocie pas les impôts avec le Kidam, et vous négociez avec l'État. C'est pas tout à fait exact, on ne l'a pas négocié. On leur a d'ailleurs imposé cette fois, et plus violemment par le passé. Et depuis que moi je fais de la politique, ça n'a jamais cessé d'augmenter. Voilà. Si on fait le résultat de la carrière uniquement sur le site de Naspoir, je ne suis pas sûr qu'ils soient bénéficiaires chaque année. Indépendamment de la taxe d'ailleurs. Donc, ce raisonnement est trop simple. Mais je vous rejoins, je vous l'ai dit, par ailleurs, globalement, sur le fait que ce n'est pas normal que nous ayons un taux aussi élevé dans une commune comme la nôtre où le revenu médian ou le revenu moyen soit si bas. Et c'est la double peine. Et là, politiquement, à d'autres niveaux de pouvoir, comme vous pouviez le faire d'ailleurs, je fais passer des messages à l'intérieur de la famille politique pour faire avancer les choses. À une époque, avec Paul Furlan, Paul Robertet et Paul Furlan, nous étions d'accord sur le sujet, on a même rédigé un texte. Le problème, c'est qu'on n'aura jamais une majorité pour avoir le même taux dans toutes les communes et puis redistribuer. Je crains que d'autres partis, mais je vous invite à faire passer le message dans le vôtre, ne soient pas d'accord, parce qu'il y a un phénomène de protectionnisme par commune qui, prétendument, ont mieux géré que les autres et que c'est pour ça que ça va mieux que les autres. Très sincèrement, c'est jamais vrai ça. Comment on peut dire qu'en une, deux ou trois législatures, on a à ce point changé la phase de la commune et on a à ce point mieux géré? Je ne pense pas que les gens qui ont géré avant nous ont volontairement mal géré, ça je ne peux pas l'entendre. C'est un mauvais procès d'intention qu'on fait à nos prédécesseurs, qui ont pris des décisions à d'autres époques, dans d'autres circonstances qu'on ne doit pas juger par la suite. Donc voilà, sur le fond du sujet, je peux être d'accord avec vous. Mais de là à taxer demain tout ce qui est gras, pour autant que ce soit gras, davantage, de manière quadruple ou quintuple pour ne plus avoir tout traité, ça très sincèrement, on ne peut pas aussi. Et je pense que monsieur le directeur général, vous avez répondu par rapport, quand on a revu la taxe carrière, par rapport à laquelle il fallait justifier l'augmentation, et donc on avait fait un calcul d'indexation parce qu'on ne peut pas mettre les montants qu'on veut non plus par rapport à la tutelle, il faut justifier l'augmentation de la taxe aussi, et si on augmente trop, la taxe ne sera pas validée et par la tutelle, donc on n'a rien à y gagner non plus. Ça vous a été expliqué techniquement par le directeur général, et si vous voulez, il pourra vous réexpliquer les contacts avec la tutelle et les explications de la tutelle. Mais la tutelle, c'est parfois retrouvé avec les signes au Conseil d'État, et c'est des signes carrément. Vous habitez à l'habitat des signes, mais très sincèrement, enfin. Les suivis. Bien. On passe, non pas au vote, puisqu'il n'y a pas de vote. On en termine là, si vous voulez bien. Et nous passons donc au huis clos. Merci. Ba ba ba